Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné hier Abidjan. Il revenait d'Abuja au Nigeria où il a effectué une visite d'amitié et de travail. Au cours de son séjour, le chef de l'État a eu des entretiens avec son homologue nigérien, le président Muhammadu Buhari, sur les relations et la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria, ainsi que sur les questions relatives à la sous-région et au continent. Je vous propose d'écouter à présent le président de la République, Alassane Ouattara. Honor and pleasure to be in Abuja to see my brother and to exchange views with him on the bilateral relations between Nigeria and Côte d'Ivoire, and also to see how our sub-region is doing, and also, of course, we had the opportunity to exchange views on major issues for the continent and the world. C'est un honneur et un plaisir pour moi d'être à Abuja pour voir le président Buhari et échanger des points de vue avec lui sur les relations bilatérales entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire et aussi voir comment se porte notre sous-région. J'aimerais remercier le président Buhari pour son invitation à venir le voir. Nous sommes en contact et je suis venu lui dire que nous sommes très contents qu'il soit revenu en bonne santé, et ceci est important non pas pour le Nigeria seulement mais pour l'Afrique de l'Ouest et notre continent, et nous prions Dieu que sa santé continue de s'améliorer davantage pour qu'il continue de diriger notre sous-région. Le leadership du Nigeria est important pour nous tous, c'est une chose évidente, mais je pense qu'il doit être dit, et le président Buhari a montré un grand leadership avec la lutte contre Boko Haram, la sécurité dans notre sous-région et aussi sur les sujets économiques. Je lui ai exprimé que le fait d'être un économiste et ayant travaillé sur le Nigeria il y a quelques années, je suis impressionné par les mesures qui sont mises en œuvre pour faire sortir le Nigeria de la récession. Le Nigeria a vu un effondrement rapide du prix du pétrole et la Côte d'Ivoire a aussi vécu l'expérience d'une réduction importante du prix du cacao. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire produit 40% du cacao mondial, 2 millions de tonnes, et le prix a chuté au début de cette année de 40%. Alors ceci a eu un impact négatif important sur notre économie. Bien sûr, je sais ce que ce pays, le Nigeria, a vécu avec la chute brute du prix du pétrole, et je lui ai exprimé mon admiration pour les mesures qui ont été prises pour sortir le Nigeria de la récession et pour souhaiter au peuple nigérian le bonheur, parce que notre sous-région a fait beaucoup de progrès durant ces dernières années et nous avons besoin de renforcer nos relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Voici ce dont nous avons discuté et nous nous sommes engagés à le faire. Nous avons aussi discuté de la situation au Togo, au Libéria. Sur ce point, nous avons des vues convergentes sur comment nous devons faire pour essayer de renforcer la démocratie dans notre sous-région. Alors, Monsieur le Président et chers frères, permettez-moi de vous remercier une fois encore pour votre hospitalité, pour votre amitié. Nous allons nous revoir très bientôt à Abidjan pour le sommet Union africaine, Union européenne à Abidjan à la fin du mois de novembre. Fruit de la coopération bilatérale entre la Côte d'Ivoire et la Chine, le barrage de Soubré est le plus grand du pays et le deuxième de la région après celui de Buyo. Ses retombées socio-économiques sont immenses. Accroissement de la population, construction d'infrastructures de base telles que des logements, des écoles, des centres de santé, une station d'épuration, etc. Des milliers d'emplois créés, sans oublier la création d'activités génératrices de revenus au profit des populations. L'impact de cet ouvrage sur la vie des populations de la région est certain. Décryptage dans ce dossier signé Jean-Luc Gbangbo. Soubré, capitale de la région de la Nawa. C'est dans cette localité de 150 000 habitants qu'Abdoulaye Doumbia a passé toute sa vie. Depuis 2 ans, il est témoin de sa transformation. Cette route où nous sommes là, il n'y avait pas de route ici, il y avait des constructions ici. Le quartier où nous sommes ici, ce quartier, avant même pour dire à quelqu'un de venir payer un terrain ici, il se plaignait. Mais vous voyez aujourd'hui, il y a les immeubles qui sont un peu partout. Donc il y a eu un changement vraiment très important. Depuis même l'annonce même de la construction du barrage, le jour de la pose de la première pierre même du chef de l'État, la population a, je peux dire, a quadruplé. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Soubré est devenu une réalité après plusieurs mois de tractations entre population et autorités de la ville. Nous, notre rôle, c'était un rôle de facilitateur avec les populations. Nous avons sensibilisé, nous avons organisé plusieurs rencontres avec les populations. Bien sûr, il y en a qui ont été un peu houleuses compte tenu des incompréhensions de départ, mais au final, nous sommes tous satisfaits. Le barrage est réalisé aujourd'hui. Une forte implication
qui se justifie par les importantes retombées socio-économiques attendues de cet ouvrage sur la vie des populations de la région. Il va nous apporter beaucoup dans la ville de Soubré, mais aussi pour la Nawa, déjà pour le tourisme, pour bien sûr la production électrique, mais c'est tout le pays qui va en bénéficier et d'autres pays alentours. Le flux de population va s'accroître très certainement à cause de l'activité économique. Le barrage hydroélectrique de Soubré est actuellement le plus grand du pays avec une puissance de 275 MW et le deuxième de la région après celui de Buyo. Sa construction a permis déjà la création de plus de 5000 emplois, dont plusieurs centaines d'emplois permanents. Les populations de la Nawa s'attendent à voir leur vie changer du fait de la présence de cet ouvrage dans leur région. Avec l'arrivée du barrage, il y aura vraiment du monde. Notre production sera écoulée. Nous allons avoir des clients. Les gens vont venir de partout pour visiter le barrage. Et on va bénéficier aussi des appuis, des retombées de ceux qui vont du barrage. S'il y a un barrage ici, là, bon, c'est très bon même, parce que ça nous arrange. Nous, on vend poisson, donc on va trouver poisson facilement. Nous avons des cités qui sont en train de construire, ça donne une bonne image vraiment à Soubré. Ça fait que des gens même de l'extérieur, il y a un barrage à Soubré. Ils se sont déportés à Soubré pour dire vraiment on va profiter de ça. D'autres voient déjà leurs activités impactées par la construction d'un barrage à Soubré. C'est le cas des transporteurs qui tirent profit du bitumage des routes à l'intérieur de la ville. Si y a trop, les routes sont bitumées, les voies sont bonnes, nous, ça nous moins de panne sur le véhicule. Donc là, ça nous arrange. La ville de Soubré a bénéficié de plus de 6 km de bitume dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU. Mais pour nombre d'habitants de la ville comme Abdoulaye, la présence du barrage a pesé dans le choix de Soubré pour ce programme de réhabilitation de la voirie. Le projet du barrage, c'est un vieux projet. C'est un projet qui existe depuis, nous on était petits. Et puis comme vous savez, le gouvernement, ils ont des visions lointaines par rapport à nous. Donc ils ont préféré venir bitumer cette route-là afin de faciliter la rentrée des produits en ville. Bitumage de routes, opérations immobilières, électrification rurale, le projet du barrage de Soubré a changé le visage de cette ville. Avec son inauguration le 2 novembre prochain, le barrage de Soubré entre ainsi dans sa phase active. Et avec lui, l'espoir du développement de la ville et donc d'un mieux-être pour les populations. Direction San Pedro, le ministre des Transports, Amadou Koné, a visité les travaux de réhabilitation de l'aéroport dans cette ville. Cette infrastructure devrait être fonctionnelle en décembre prochain. On en sait plus avec Sam Kona et Hugues Hervéblé. Pour ce directeur d'exploitation, les dernières semaines de l'année sont pleines d'incertitudes. Le taux de fréquentation du complexe hôtelier qu'il dirige à Grand-Bérébi est actuellement au plus bas. Pourtant, jusqu'à août dernier, dans cet établissement qui a rouvert après plusieurs années de fermeture, les choses allaient bien, voire s'améliorer. L'aéroport de San Pedro fermé et la route pour accéder à la région en mauvais état, les déplacements d'affaires vers la cité balnéaire sont désormais considérablement réduits, les touristes rares. Tout le monde est conscient qu'un jour ou l'autre, il faut faire des travaux parce que c'est nécessaire. Il y a une rotation importante sur l'aéroport de San Pedro. Mais aujourd'hui, on n'a pas de date effective de réouverture posée, qu'on puisse nous-mêmes prévenir nos clients, qu'on puisse dire à nos clients, OK, l'aéroport sera réouvert à telle date, prenez vos dispositions. Pour apporter une réponse à cette préoccupation largement partagée par les opérateurs économiques de la région de San Pedro, le ministre des Transports était sur le chantier de l'aéroport. Amadou Koné s'est assuré que tout est mis en œuvre pour que l'aéroport ouvre le plus tôt possible. Les informations livrées par les responsables du chantier font état de travaux exécutés à 53%. Renforcer, réhabiliter, traiter les zones critiques, les zones d'impact considérable de la structure de chaussée. C'est cette phase-là qui constitue la première phase qui est d'urgence. Et ensuite, la deuxième phase va consister à réhabiliter l'ensemble des aires de mouvement et prolonger la piste de 100 mètres de part et d'autre, 3 mois chacune des phases. Nous avons commencé le 11 septembre. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 53% de taux d'exécution de la première phase, 30 novembre. On devrait pouvoir mettre la piste sous trafic. Nous allons renforcer le matériel, travailler nuit et jour pour livrer les travaux dans le délai. Des machines et des camions en pleine activité pour renforcer la piste d'atterrissage, la faire passer de 1900 mètres à 2100 et augmenter sa largeur. Tout est mis en œuvre pour satisfaire au plus tôt les usagers, permettre le bon décollage et l'atterrissage de plusieurs types d'avions dans la deuxième ville portuaire de Côte d'Ivoire. Nous avions constaté, donc avec l'ANAC,
qu'il y avait d'énormes risques d'accidents sur cet aéroport. Donc, sur cette base, le gouvernement a décidé donc, de la fermeture de l'aéroport de San Pedro. En tout cas, nous allons veiller à ce que l'aéroport soit ouvert au plus tard début décembre pour que les vols puissent reprendre, quitte à continuer donc, après un certain nombre de travaux. Évidemment, dans les conditions de sécurité et de qualité de service donc nécessaires donc au confort des vols donc ici à San Pedro. Un peu plus de 14 milliards de francs CFA, c'est ce que le gouvernement ivoirien investit dans la réhabilitation et le renforcement des structures de l'aéroport de San Pedro, le plus important de l'intérieur du pays. Un mot de culture, la Bissa, fête annuelle d'Enzima Kotoko de Grand Bassam, a ouvert ses portes dimanche au lieu habituel. Il s'agit de la place publique du quartier France. Marquée par la sortie de l'Edongbole, le tam-tam sacré, après sa retraite qui aura duré une semaine, la cérémonie d'ouverture de l'Abissa Guazo a enregistré du beau monde. Rien de surprenant quand on connaît la notoriété dont bénéficie cette fête traditionnelle. Elle attire chaque année de nombreux touristes en terre ivoirienne. Herman Niamé. Les festivités marquant le nouvel an du peuple Nzima viennent ainsi de démarrer. Après le cérémonial traditionnel, le roi Nana Désiré Amotanoé a remis l'Indongbole ou le tam-tam sacré au peuple pour l'installer sur la place de la Bissa. Cette sortie du tam-tam sacré sur la place publique, qui marque officiellement le début de la semaine tant attendue, est une semaine au cours de laquelle le peuple Nzima va procéder à une cure sociétale. Les uns après les autres, les différentes couches de la société, femmes, jeunes et cadres, seront à l'honneur mais également critiquées. D'autant qu'au-delà de son caractère carnavalesque, la Bissa est également une occasion de retrouvailles au cours desquelles toutes les vérités sont permises. C'est le lieu des dénonciations publiques ainsi que des confessions pour tous ceux qui, au cours de l'année écoulée, ont posé des actes peu recommandables. Mais avant le cérémonial du palais royal, les envoyés du roi sont d'abord allés solliciter l'Indongbole à la famille Mvavile qui est le dépositaire de la Bissa. C'est au cours d'une procession que le tam-tam sacré a été conduit au palais royal pour être remis au roi qui à son tour l'a mis à la disposition du peuple pour la célébration du Nouvel An. Hors de nos frontières, le président sortant du Kenya, Uhuru Kenyatta, a remporté avec 98,26% des voix l'élection présidentielle du 26 octobre, boycottée par son principal opposant, Raila Odinga. L'annonce a été faite hier par la commission électorale indépendante. La participation est de 38,8% des électeurs inscrits, en forte baisse par rapport au scrutin du 8 août, 79%, annulé par la Cour suprême pour irrégularité. Des milliers de fermiers blancs ont bloqué hier des routes en Afrique du Sud pour protester contre les violences visant leur communauté et qui ont fait plusieurs centaines de morts ces dernières années. Des rassemblements sous la bannière Lundi Noir ont été organisés dans plusieurs villes du pays, dont le Cap, Johannesburg et Pretoria. Les manifestants étaient vêtus de noir pour rendre hommage aux victimes d'attaques de fermes. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.